Si vous y arrivez, si vous faites proche de ce que vous faisiez au début de votre séance, c'est que vous n'avez rien foutu, vous étiez RIR 10 millions, ça ne servait à rien, votre séance, elle puait la merde. Les amis, bienvenue à tous dans la deuxième vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va faire tout simplement la vidéo numéro 2 de notre playlist sur les bases en musculation. Donc aujourd'hui, on va traiter les outils essentiels. La question qu'on peut se poser ici directement, c'est qu'est-ce qu'on cherche pendant une séance? Donc on a 4 éléments principaux qu'on cherche à tester lors d'une séance de muscu. Le premier, ça va être de tester ses performances. Le second, c'est la tension musculaire importante. Le troisième, c'est d'avoir un bon pump. Et le quatrième, c'est d'avoir une combinaison plus ou moins importante entre des courbatures et une perturbation musculaire. Qu'est-ce qu'on veut dire par tester ses performances? Donc, si vous avez regardé ma vidéo précédente, et je vous invite à la regarder, je vous mettrai le petit lien de la vidéo en haut, c'est tout simplement de battre ou à minima répéter les objectifs qu'on s'est fixés la semaine précédente. Typiquement, tu fais une séance push day avec du coup pec, épaules, triceps. Tu vas chercher à battre ton record, que ce soit sur les répétitions, la charge, peut-être même des séries supplémentaires, ou encore avoir une technique supérieure à celle que tu as utilisée à la séance précédente. Ensuite, c'est d'avoir une tension musculaire importante. Qu'est-ce qu'on veut dire par une tension musculaire? La tension musculaire, ça va être tout simplement la perception que ton muscle est mis sous une contrainte super importante. Encore une fois, on reprend un exemple très simple, celui d'un développé couché, où typiquement, on va essayer de pousser une charge la plus conséquente possible. C'est-à-dire, globalement, lorsqu'on dit qu'on va pousser une charge conséquente, c'est globalement 2 fourchettes de répétitions qui sont ici importantes, celles de 5 à 10 répétitions et de 10 à 15 répétitions. On peut également faire, si vous avez suivi ma vidéo précédente, une séance très efficace avec des répétitions plus élevées, voire même très faibles. Donc l'hypertrophie moyenne entre 1 et 5 ou 25-30 reps est globalement la même. Cependant, vous avez certains exercices qui se prêtent très bien à justement cette tension musculaire importante. Typiquement le développé couché, où tu peux potentiellement soulever très lourd. Donc 5, 10 reps, 10, 15 reps, c'est très pertinent. Qu'est-ce qu'on cherche à sentir lorsqu'on fait un exercice pour la tension musculaire? Vous cherchez principalement à sentir que dès la première répétition, vous êtes directement en tension mécanique et que lorsque vous descendez, par exemple, pour un développé couché, la barre pour avoir un maximum de tension, vous sentez qu'en bas du mouvement, vous avez une tension considérable au niveau du pec et au niveau de l'insertion du pectoral avec les épaules. Et que à chaque répétition, vous avez littéralement l'impression que ça va se déchirer sous la tension et que lorsque vous contractez un maximum et que vous redescendez, à chaque répétition que vous faites, une tension super importante est appliquée. Donc ça, c'est la première chose. En règle générale, on applique ce principe de la tension musculaire, en particulier au début d'une séance, parce que c'est la fourchette de répétition de 5 à 10 et 10 à 15 qui demande le recrutement du système nerveux le plus important. Alors que si, par exemple, vous faites un travail un petit peu plus léger pour du pump, ce qu'on va voir tout de suite, ce travail-là, il sera beaucoup plus simple. Et donc, on préfère le faire après et faire le plus difficile en premier. Le troisième point, donc, c'est chase the pump. Alors, ça, c'est quelque chose on apprécie particulièrement quand on va à la salle. C'est même, je pense, la chose qu'on kiffe le plus, à part les charges lourdes, on va dire, c'est avoir le pump. C'est faire 3-4 séries d'un mouvement. Et là, tu sens que tu as les pecs qui sont gorgés, t'enlèves le t-shirt, et là, tu vois des espèces de putain de pecs énormes. Et c'est ça qu'on cherche. Plusieurs choses. Déjà, pourquoi est-ce que le pump, c'est important à chercher dans une séance? Déjà, ça a été prouvé scientifiquement que avoir un bon pump pendant sa séance, c'est déjà hypertrophique et anabolique en soi, parce que vous avez du coup tous les nutriments que vous envoyez dans le muscle, et également vous avez une accumulation d'acide lactique qui participe à l'étirement, si vous voulez, des fibres musculaires et du sarcoplasme, quelque chose qu'on étudiera un petit peu plus tard, qui fait qu'en lui-même c'est hypertrophique. Ensuite, une bonne chose, c'est que globalement, si jamais vous avez les muscles qui sont congestionnés, qui sont pumpés, c'est que probablement il se passe quelque chose au niveau mécanique, parce que si jamais vous faites des mouvements et que une fois que le mouvement est terminé, vous sentez aucune brûlure dans la zone, aucune forme de tension ou de pump, ça veut probablement dire que vous avez soit mal recruté votre muscle, soit même vous l'avez peut-être même pas du tout recruté. Et globalement, c'est quand même un indicateur que globalement, il y a quelque chose d'important qui aurait dû se produire qui s'est pas passé. Donc c'est pas terrible. Si vous sortez d'une séance, je reprends l'exemple du pec, avec par exemple un développé couché et que vous sortez avec la séance avec un gros pump, 9 fois sur 10, et on verra d'autres critères, 9 fois sur 10, c'est une très bonne séance. En général, ce pump, vous l'avez principalement sur des fourchettes de répétition un peu plus élevées, même si 5 à 10 répétitions, on peut parfaitement faire l'affaire. En général, vous l'avez principalement sur une fourchette moyenne, ou plutôt haute, entre 10 et 15 reps, et entre 15 et 20 reps.
Ensuite, les courbatures et les perturbations musculaires. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire qu'une fois que vous avez terminé votre séance, vous devriez sentir, évidemment vous ne pouvez pas sentir des courbatures tout de suite après la fin de votre séance. Si vous sentez des courbatures à la fin de votre séance, il faut appeler l'hôpital parce que c'est pas normal. Normalement, vous êtes censé avoir des courbatures peut-être le lendemain, sur le lendemain ou les jours après. Mais si vous avez des courbatures direct après la séance, c'est que vous étiez allé tellement fort que, par exemple, voilà, vous étiez un complet débutant et vous êtes dit « Ah mais attends, mais je vais peut-être faire du squat 200 kg pour 10 séries. » Là, c'est mort. Ça va être, c'est catastrophique, pas bon pour vous, pour plein de raisons. Je rentre pas dans les détails, mais c'est catastrophique. En revanche, ce que vous allez probablement expérimenter, c'est ce qu'on appelle les perturbations musculaires. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre l'exemple, alors c'est l'exemple le plus parlant, je pense, c'est celui des jambes. Vous faites une séance jambes complète, donc vous faites du squat, hack squat, peut-être un petit peu de l'extension, soulevé de terre roumain, un peu de mollet, etc. Voilà, une séance, on va dire, typiquement classique pour une séance jambes. En règle générale, à la fin de votre séance, ce qui va se passer, c'est que vous allez finir, vous allez vous dire « Oh putain, mais c'est pas que j'ai mal, mais c'est que je me sens faible. » Et si, par exemple, vous êtes dans une salle où vous devez prendre des escaliers pour descendre, et que vous arrivez à descendre l'escalier en trottinant, et que vous avez aucune sensation de faiblesse et de manque d'énergie, de manque de coordination, c'est que vous avez probablement pas fait assez ou que c'était pas assez intense. Un autre très bon exemple et un très très bon moyen de savoir si vous êtes donné à fond et que du coup vous êtes victime de cette perturbation musculaire, prenez votre séance, imaginons que vous ayez squatté, disons 3 x 10 à 100 kg, vous finissez votre séance avec tous les exercices inclus, mais que vous vous rendez compte qu'on vous challenge pour faire par exemple à nouveau un squat à 100 kg et que vous êtes capable de faire proche des 10 répétitions, peut-être 7 ou 8. Blanche, belle bouche, belle barbe, petites oreilles, 1m66, gros pec, les jaloux, vous êtes grand, vous ressemblez à un carambar, vous êtes moche, vous ressemblez à l'âme dans Shrek. Est-ce que c'est réellement faisable de refaire pratiquement les mêmes performances de votre première série à la fin de votre séance? Si vous y arrivez, si vous faites proche de ce que vous faisiez au début de votre séance, c'est que vous n'avez rien foutu, vous étiez RIR 10 millions, ça ne servait à rien, votre séance, elle puait la merde. En revanche, si vous faites 100 kilos, et rien que le fait de prendre la barre sur vos épaules, vous vous dites « Oh putain, mes genoux, sa mère, c'est en train de... Putain, je sens que je suis faible. » Vous faites une rep, c'est la galère. Vous faites 2 reps, vous dites « Putain, mais je vais m'effondrer. » Top. Ça veut dire que votre séance était super productive. Voilà pour les 4 points ici. Ensuite, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'une séance va être productive en elle-même? Donc, vous avez 4 concepts clés dont il va falloir s'inspirer. Le premier, ça va être ce qu'on appelle le SFR, que j'ai évoqué dans une précédente vidéo. Vous avez le SFR, vous avez le RSM, vous avez le verrou mental et enfin vous avez la connexion cerveau-muscle. On va reprendre dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on veut dire par SFR? Le SFR, ça va être globalement l'outil le plus utile dans votre carrière en musculation. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet outil-là va vous permettre d'estimer un exercice en particulier. Est-ce que celui-ci est rentable ou pas rentable? Qu'est-ce que ça veut dire? SFR, ça veut dire, c'est un acronyme qui signifie Stimulus to Fatigue Ratio. Donc en fait, c'est littéralement un outil qui vous permet de mesurer le stimulus que vous apporte un exercice comparativement à la fatigue qu'elle apporte. Évidemment, quand vous faites un exercice n'importe lequel, il vous amène un stimulus, mais aussi une fatigue. Prenons des exemples tout cons. On va dire que vous voulez faire, par exemple, un travail pour les triceps et que vous avez le choix entre du triceps polycorde et un skull crusher, ou même un dips. On va prendre un dips, ce sera plus parlant. Probablement que le développement musculaire que va vous apporter un close grip dips, donc vous gardez le buste bien droit, vous descendez au maximum, étirement des triceps, vous poussez de manière explosive, versus un triceps polycorde où vous avez juste la corde comme ça, hop, vous faites un petit mouvement, impeccable. Lequel va vous apporter plus de stimulus? Très probablement le dips. Pourquoi? Parce que tout simplement, il active plus de muscles sur le mouvement, la capacité motrice que ça demande est plus importante et la surcharge progressive potentielle sur un dips est plus importante que sur un triceps polycorde. Donc si vous voulez tous les aspects qu'on peut checker pour voir si un exercice est bon en termes de stimulus, le dips est pratiquement dans tous les cas supérieur au triceps polycorde. Mais la fatigue qu'elle apporte n'est pas du tout la même. Est-ce que si jamais je vous demande, et on va prendre un exemple tout con, si on reprend l'exemple du triceps avec la polycorde et le dips, est-ce que si je vous demande de faire 10 séries de l'un ou de l'autre, en général vous allez choisir lequel? Pas pour vous préserver, mais que vous allez estimer plus simple à réaliser. Ce sera évidemment le triceps polycorde. Parce que tout simplement la manière dont c'est fait, le recrutement du système nerveux qui est demandé par cet exercice-là est relativement faible. Donc, c'est là où vous voyez où je veux en venir. Le SFR vous permet en fait de quantifier la quantité et quel exercice vous allez faire dans votre programme pour vous apporter un maximum de bénéfices. Parfois, lorsque vous allez faire une séance et vous êtes fatigué, probablement qu'à la fin d'une séance,
il vaut mieux privilégier tous les exercices avec un SFR en favorable du fatigue au stimulus ratio, parce que vous serez trop faible en termes de système nerveux central de recrutement, vous serez trop faible de faire à la fin par exemple des dips à l'échec musculaire, ce sera trop compliqué. Donc à ce moment-là, mieux vaut faire un triceps poulie extension, tout simplement parce que la fatigue sera moindre par rapport au stimulus, mais vous serez capable de le faire. Ce qui nous amène directement au deuxième outil qui est intimement lié avec le SFR, c'est le RSM. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire le RSM? Le RSM, c'est tout simplement ce qu'on appelle le Raw Stimulus Magnitude. Donc cette fois-ci, en fait, c'est simplement la qualification et la quantification de la quantité de stimulus que t'apporte un exercice. Donc là, typiquement, c'est super pour, on va dire, rattraper un point faible ou tout simplement au début d'une séance de muscu. Pourquoi? Parce que lorsque vous commencez une séance de muscu, c'est là où vous êtes le plus frais, que votre système nerveux central est le plus frais, que vos muscles sont les plus frais, et c'est là où ils peuvent développer un maximum de puissance pour que ce soit les muscles le facteur limitant et non pas votre système nerveux, votre fatigue. Combien de fois ça vous est arrivé, par exemple, typiquement, d'avoir un exercice plus ou moins polyarticulaire en fin de séance, et vous faites l'exercice parce que vous êtes déter, vous voulez faire les choses bien, mais vous vous rendez compte globalement que vous faites l'exercice, mais vous sentez bien au fond de vous que c'est vraiment... que ça pue la merde, quoi. Vous êtes, vous poussez à travers la motion et finalement c'est pas très efficace. Il aurait mieux vaut le faire plutôt dans la séance. Donc ici le RSM, on va se focaliser sur les exercices avec un très gros stimulus. Lesquels? Ce sont les plus gros exercices polyarticulaires. Ça va être le bench, les dips, le squat, les soulevés de terre roumains. Ça peut être j'allais dire pull-ups, mais c'est des, j'ai pas le mot en français. Des tractions, que ce soit en pronation, supination, même neutre. C'est des gros exercices avec une capacité de surcharge progressive très importante, qui recrutent beaucoup le système nerveux central, qui recrutent beaucoup de muscles en même temps et qui sont hyper productifs. Ils ont un très fort RSM, mais probablement qu'ils ont un SFR plutôt faible. Mais donc à ce moment-là, c'est plus important de les mettre en premier et ensuite, plus loin dans la séance, de mettre des exercices avec un RSM plus faible, mais avec un SFR plus fort. Et voyez un petit peu comment du coup on commence à programmer son programme, où du coup on va commencer toutes nos séances de musculation avec des exercices qui ont le RSM le plus important possible, et probablement que plus la séance va, probablement qu'on passe plus d'exercices avec un très fort RSM à un exercice avec un SFR plus important, où du coup on trade, on échange une très grosse efficacité, plutôt vers une efficacité peut-être un peu moindre, mais avec une fatigue qui est accumulée et qui est amenée par cet exercice qui sera moindre. Le troisième facteur très important, ça va être le verrou mental. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, par le verrou mental? Donc en fait, le verrou mental, c'est assez simple à comprendre. C'est tout simplement en fait un outil qui va vous permettre de quantifier la capacité de concentration mentale que vous allez mettre dans un exercice. Par exemple, le verrou mental à appliquer, ce sera beaucoup plus simple à mettre en place sur un squat entre 5 et 10 répétitions. Pourquoi? Par rapport à par exemple, à 30 reps, imaginons. Si jamais je vous demande de faire des squats entre 5 et 10 répétitions, votre verrou mental sera beaucoup plus puissant sur 5 à 10 reps que sur 25 à 30 reps. Pourquoi? Parce que par exemple, sur des exercices polyarticulaires très demandants, par exemple comme le squat, vous avez tout un tas de facteurs qu'il faut prendre en compte lorsque vous faites l'exercice. Vous avez effectivement la fatigue musculaire, mais ça c'est classique pour tous les exercices. Mais vous avez, et on revient aux notions de RSM et de SFR, vous avez une charge mentale qui est demandée pour faire cet exercice qui est très importante. Déjà, vous avez un aspect, par exemple, pour le bas du dos. Souvent, ça peut arriver, alors en général, c'est pas bon signe, mais ça peut arriver que vous soyez limité sur votre squat, non pas parce que vos quadriceps lâchent et la puissance de vos jambes lâche, mais plutôt parce que votre bas du dos vous fait un petit peu mal, c'est pas terrible. C'est un premier facteur limitant. Vous avez aussi potentiellement le cardio. N'importe qui fait des squats avec une technique décente qui est suffisamment fort et qui peut développer pas mal de puissance, c'est très bien qu'au bout d'un certain nombre de répétitions, votre cardio va être très compliqué. Parce que si vous faites 5 à 10 répétitions, en général, votre cardio sera OK, vous allez souffler, etc. Mais ça va, c'est pas dramatique. C'est pas votre souffle qui sera un facteur limitant. Par contre, si vous faites 30 reps, vous serez mort. Et donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous arrêtez en réalité votre série de squats, non pas parce que vos quadriceps sont des facteurs limitants, et donc qui ont été top pour la croissance musculaire et la force, mais parce que votre cardio et votre capacité à avoir votre verrou mental actif, en fait, tout simplement vient de se briser. Parce que votre verrou mental, il est impossible à tenir sur autant d'endurance par rapport à 30 répétitions. Donc, plutôt favoriser des fourchettes de répétition basses pour tous les exercices qui, justement, ont une très grosse capacité de recrutement du système nerveux central et qui ont tous un très gros RSM. Et là, vous voyez un petit peu comment est-ce que, par exemple, le verrou mental, ça se conjugue très bien avec le RSM et le SFR. Par exemple, si on veut reprendre pour les triceps.
on parle du verrou mental. Est-ce que c'est compliqué de maintenir un verrou mental pour un triceps extension pour 15 par rep? Dans la plupart du temps, non. C'est assez simple. Pourquoi? Parce que justement, son SFR est très élevé. Et comme la fatigue qui est induite par cet exercice-là est très faible, donc c'est un très bon SFR, bah votre capacité d'apporter votre verrou mental et de conjuguer les deux, ce sera beaucoup plus simple que de faire par exemple avec un exercice avec un RSM très élevé, donc un bench par exemple. Si je vous demande de faire un bench avec 30 répétitions, au bout d'un moment, votre technique, vous allez partir un peu en cacahuète, la barre ne va pas monter très droit, probablement que l'avant de l'épaule va un peu prendre le relais, et vous voyez, donc on n'est pas très bon, et donc il faut conjuguer cette idée d'SFR, d'RSM et de verrou mental. Maintenant, le dernier, c'est la connexion cerveau-muscle. Alors, la connexion cerveau-muscle, c'est intimement lié avec la notion de verrou mental. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça va être la capacité de sentir son muscle travailler. Alors, pendant très longtemps, ça a été des notions qui ont été pensées comme une énorme connerie, comme quoi ça n'existait pas, etc. D'ailleurs, ça a même été popularisé par un youtubeur français, Nassim Saïli, qui finalement avait appelé ça, si je me souviens bien, comment il avait appelé ça? La contraction volontaire, je crois, oui, c'est ça. Il avait appelé ça la contraction volontaire. Tout le monde se foutait de sa gueule à l'époque, mais la réalité du fit game, et scientifiquement parlant et même à l'entraînement, c'est que la connexion cerveau-muscle et du coup la contraction volontaire, parce que c'est ce qu'il voulait dire à l'époque, en fait, il avait complètement raison. C'est juste qu'en fait, il avait probablement mal nommé et du coup, on se foutait un peu de sa gueule. Mais sur le fond, il avait parfaitement raison. Et en fait, cette capacité à sentir son muscle travailler, ça va être en plus, donc déjà, ça va être une bonne chose en termes d'entraînement parce que c'est beaucoup plus jouissif quand on s'entraîne de sentir son muscle travailler plutôt que de ne pas le sentir parce qu'on se fait chier. Mais c'est aussi un très bon indicateur de savoir si justement votre exercice, il a un bon verrou mental, il a un bon RSM et s'il a un bon SFR. Si par exemple, on prend l'exemple tout con, on va dire que tu fais des curls biceps et que on prend une personne A et une personne B. Personne A a une connexion cerveau-muscle de ouf. On lui dit alors ton exercice 10 à 15 répétitions au curl incliné. Le mec il dit mec c'était top de ouf. J'ai senti de ouf mes biceps, truc de malade. Top. On demande à la personne B alors les biceps 10 à 15 reps c'était comment? Elle fait je sais pas. J'ai curlé quoi mais je sais pas. J'ai pas trop de pump, j'ai pas trop de sensations. Et vous voyez comment là, à nouveau, on revient vers les systèmes qu'on a évoqués avant avec SFR, RSM, verrou mental. C'est que la personne qui a réussi à établir une connexion cerveau-muscle très importante, elle a eu un verrou mental de ouf parce que pendant tout son exercice, elle était « Oh putain !» Il grind, il a fait son mouvement super. Il a probablement un RSM important parce que ça veut dire qu'il a stimulé pas mal de croissance musculaire et en fonction de l'exercice qu'il a choisi, si c'est par exemple un chin-ups, donc c'est une traction avec supination, il a probablement un très bon RSM avec peut-être un moins bon SFR, mais vous voyez qu'il a eu tous les indicateurs cochés au maximum pour lui indiquer top. Mais la personne qui a eu une connexion cerveau-muscle faible, c'était pas bon signe. Maintenant, on a vu les indicateurs qui étaient bons sur l'entraînement. Maintenant, on va parler de la nutrition. Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on ait un bon entraînement? C'est avec une bonne nutrition. Donc, il y a 3 aspects à couvrir par rapport à la nutrition sur l'entraînement. Vous avez ce qu'on appelle la nutrition péri-training, avec du coup la nutrition pré-workout, la nutrition intra-workout et la nutrition post-workout. Qu'est-ce qu'on veut dire par là et quelles sont les recommandations? Pour la nutrition pré-workout, c'est tout simplement le carburant à court terme qu'on va avoir dans notre corps pour pouvoir performer au maximum et donc avoir une bonne séance. On se réfère encore une fois aux outils que j'ai évoqués sur la slide précédente. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche donc à battre ses perfs, on cherche un bon pump et on cherche aussi à avoir un effet anticatabolique. Donc comment est-ce qu'on doit composer ce repas pré-workout? Il faut tout simplement avoir déjà une quantité de protéines suffisante pour limiter un maximum le catabolisme. Combien de protéines? Là, c'est assez simple. Il faut simplement que vous ayez une portion conséquente de protéines, tout simplement pour que vous puissiez rentrer dans vos calories et macros du jour. Typiquement, vous avez 200 grammes de protéines à manger par jour, vous avez 4 repas, votre repas pré-workout, vous mangez environ 50 grammes. Plain and simple, pas trop de complications. Sur les glucides, concernant les glucides, il vous faut, c'est un petit peu plus délicat à doser, il vous faut une dose suffisante pour pouvoir performer de manière optimale à la salle, mais il n'en faut pas trop non plus parce que si jamais vous en avez trop, d'expérience, vous vous sentez un peu nauséeux et c'est pas terrible. Et enfin, le troisième facteur, c'est qu'il faut que tout simplement vos glucides que vous mettiez dans votre pré-workout rentrent tout simplement dans vos calories. Donc si jamais vous avez peu de glucides dans votre diète parce que vous êtes en sèche,
Donc vous aurez moins de glucides tout simplement pour le pré-workout. Par contre, si vous avez beaucoup de glucides dans votre journée parce que vous êtes en prise de masse de peut-être à 4000 calories par jour, à ce moment-là, oui, effectivement, avoir pas mal de glucides, c'est bien. Mais ça, voilà, c'est en fonction de votre diète. Les lipides, c'est un tout petit peu compliqué également. Ça va tout simplement dépendre également de votre diète, évidemment, combien de calories vous avez. Mais ça va surtout dépendre en fait de quand vous allez vous entraîner par rapport à ce dernier repas. C'est-à-dire, imaginons que vous vous entraîniez vers 20 h, mais que vous vouliez, que vous n'avez pas le choix, et que votre dernier repas, ce soit à 17 h, donc 3 heures avant l'entraînement. Dans ce cas-là, c'est plutôt conseillé d'avoir au moins une source de lipides dans votre pré-workout, parce qu'en fait, les fats vont ralentir la digestion des glucides et des protéines. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, ça va ralentir la digestion. Donc sur ces 3 heures-là, vous allez avoir lentement les nutriments qui vont être déposés dans vos cellules, dans vos muscles, donc doucement, 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 au lieu d'un énorme pic. À l'inverse, si par exemple vous vous entraînez toujours à 20 h et que vous pouvez manger que, on va dire, votre pré-workout 1 heure avant, là, les fats, c'est très limité, voire zéro. Un très bon pré-workout, par exemple, ça va être tout simplement un shaker avec, par exemple, un peu de protéines. Vous mettez du lait, vous mettez un peu de miel, ça se digère en 1 heure. Vous arrivez à la salle, vous faites votre taf, nickel. La nutrition intra-workout. Alors, c'est la plus subjective parce que tout dépend déjà de dans votre individualité. À titre individuel, par exemple, moi, j'aime pas trop les intra-workouts. Je ne juge pas trop ça nécessaire, en particulier si vous avez une bonne nutrition pré-workout et que vous avez une bonne nutrition post-workout, qu'on va évoquer juste après. En revanche, ça peut être très intéressant pour les personnes typiquement qui s'entraînent tôt le matin, mais qui n'aiment pas trop manger avant l'entraînement parce qu'elles ne se sentent pas très bien, c'est pas la digestion, c'est pas un truc de ouf. Donc à ce moment-là, c'est pourquoi pas intéressant. Mais là, encore une fois, on rejoint ce qu'on avait dit sur le pré-workout et il faut absolument que cette nutrition intra-workout ait une digestibilité de fou et que ça se digère comme ça. Parce que si jamais ce n'est pas le cas, là, vous allez commencer à rentrer en digestion et là, c'est mort. Racontez-moi, vous pouvez mettre dans les commentaires si vous avez déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé plein de fois malheureusement, de mal juger justement mon pré-workout par rapport à ma digestion, par rapport à mon temps d'entraînement et d'arriver à la salle, vous commencez votre séance et vous sentez que vous êtes encore en digestion et là vous vous sentez dégueulasse, vous performez pas bien, vous êtes comme ça toute la séance en train d'essayer de pas vomir votre truc. Donc pas bon. Donc vous voulez une digestion de fou tout de suite. Qu'est-ce que je conseille moi? Moi je vous conseille du coup des glucides et des protéines. C'est le top du top ensemble. Pour la source de protéines, prenez des EAA. Donc c'est Essential Amino Acids. Et pour les glucides, moi je vous conseille un truc qui se digère super vite. Vous pouvez prendre de la maltodextrine, clusterdextrine. Vous pouvez même prendre un petit peu de miel. D'ailleurs je le vois, il est au-dessus, sous mon placard. C'est pas mal. Le miel en plus c'est une très bonne source de glucides pour augmenter la testostérone libre. Donc c'est top. Moi je vous conseille ça. Mais encore une fois, c'est optionnel et c'est vraiment subjectif individu à individu. Alors que nutrition pré-workout et post-workout, c'est plus ou moins universel. Pour la nutrition post-workout, c'est très simple. Globalement, vous voulez, comme j'ai dit pour le pré-workout, une quantité de protéines suffisante qui rentre dans votre diète. Donc typiquement, on reprend les 200 grammes, ça vous ferait 50 grammes à manger. Et pour les glucides, le post-workout, ça devrait être le moment de l'entraînement, le moment de la journée, pardon, où vous avez le plus de glucides. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, lorsque vous êtes entraîné avec un entraînement type hypertrophie ou de force, vous jouez un maximum sur les réserves de glycogène musculaire. Donc en fait, ce sont les réserves de sucre que vous avez dans les muscles, dans le foie, etc. sous forme de glucose hépatique. Sauf que ce qui se passe, c'est que comme du coup vous êtes entraîné comme des fous, en principe, sinon évidemment ça compte pas vraiment, mais si vous êtes entraîné comme des fous, gros volume, grosse intensité, ce que je vous conseille, c'est du coup vous avez besoin de re-remplir ces réserves de glycogène, pas le plus vite possible, mais relativement rapidement. Par exemple, il y a toujours le mythe de la fenêtre anabolique en disant est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, machin, etc. Quand on dit fenêtre anabolique, c'est pas j'ai fait mon entraînement, oh, je me jette sur ma truc. Non. C'est qu'il se fâche. Évidemment, il faut garder son calme. Mais finir son training, peut-être 20 minutes, 30 minutes après son entraînement, se faire un petit shaker post-workout avec des protéines et des glucides d'assimilation rapide, top. Pourquoi? Et d'ailleurs, parce que du coup, vos muscles, lorsque vous avez fini de vous entraîner, comme j'ai dit, ils sont super inflammés et les réserves de glycogène que vous aviez sont à grande majorité vides. Donc en fait, vous avez une capacité de les re-remplir quasiment à 100% dans les muscles qui est top. Parce que c'est le moment où votre corps est le plus propice à absorber les nutriments. Donc vous voulez une absorption rapide
de glucides et de protéines. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous remplissez du coup vos critères de base pour les protéines, 50 grammes pour la diète à 200 grammes de protéines quotidien. Et avec ça, vous devez avoir le plus de glucides possible par rapport à votre repas. Typiquement, si vous avez, imaginons, disons également 200 grammes de glucides disponibles, moi je vous conseillerais de mettre entre 75 et 100 grammes de vos glucides journaliers, donc pratiquement la moitié, au post-workout, parce que c'est là où vous allez récupérer un maximum et vous allez tout assimiler le plus vite possible. Et logiquement donc, comme on a dit qu'on voulait assimiler rapidement, les lipides, ça devrait être très limité, voire nul. Donc, qu'est-ce qu'on peut se faire? On peut se faire par exemple un shake de prot, vous mettez des flocons d'avoine dedans, vous mettez une banane, encore une fois peut-être un petit peu de miel, un peu de sel, ça peut toujours être pas mal parce que vous avez beaucoup transpiré, vous avez perdu des électrolytes. Donc typiquement un shaker, lait, whey, flocons d'avoine, banane, un peu de sel, normalement vous êtes golden. Donc pour conclure la deuxième vidéo sur ce qu'on a dit jusqu'ici, donc on avait 3 questions. On avait ce qu'on cherche pendant sa séance, comment s'assurer que notre séance elle est productive, et on a abordé les notions de nutrition péri-training. Donc, lorsqu'on cherche, qu'est-ce qu'on cherche pendant sa séance? C'est tout simplement à cocher un maximum de cases pour s'assurer qu'on a une bonne séance. Pourquoi? On veut donc chercher quel facteur? On veut chercher un maximum de tension mécanique et de tension générale. On cherche un bon pump. On cherche à améliorer ses performances. Et on cherche à avoir au moins une combinaison entre des courbatures et des perturbations musculaires. Pour s'assurer d'une séance productive, ici, on va chercher à utiliser tous les outils qu'on a à notre disposition pour s'assurer que les exercices qu'on prend sont les meilleurs possibles. En utilisant quels outils? En utilisant donc le SFR, le Stimulus to Fatigue Ratio, en utilisant le RSM, le Raw Stimulus Magnitude, et on cherche à avoir un excellent verrou mental pour être concentré pendant son entraînement et son exercice, et on cherche une bonne connexion cerveau-muscle pour être en capacité de sentir son muscle être recruté et s'assurer que c'est bien ce muscle-là qui est travaillé et non pas les autres ou un effort diffus. Et enfin, la nutrition péri-training, où ici tout simplement on cherche à avoir les performances les plus optimales possibles avec une nutrition pré-workout qui est importante pour nous donner suffisamment d'énergie pour l'entraînement, une nutrition intra-workout qui est subjective et qui dépend de beaucoup de facteurs individuels mais qui peut être pourquoi pas intéressante, et le post-workout où là on cherche à démarrer la réparation musculaire, l'anabolisme, etc. où là on veut pas mal de protéines et pas mal de glucides. Les amis, on a fini pour la deuxième vidéo. On n'hésite pas à s'abonner, à liker, à lâcher un petit commentaire, donner de la force à la chaîne, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à la prochaine.